Merci à vous, Franck Aounou, pour ce test qui commente cette actualité au niveau de la police républicaine. La direction a décidé de se passer des services de 35 de ses agents qui, pour une raison ou une autre, ont été en porte-à-faux avec les principes de fonctionnement donc, de la corporation. Allez, ce sera donc le premier sujet qu'on va aborder pendant nos discussions. Et j'ai avec moi déjà en plateau Eric Degueda. Bonjour. Bonjour Tanguy. William Cliquant, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Alors, 35 agents radiés de la police républicaine. Franck en fait un gros souci, hein? Vous vous en inquiétez-vous? Oui, parce que c'est un secteur sensible. Nous parlons de la sécurité. Voyez-vous, c'est vrai que la radiation, les départs, les démissions ne sont pas seulement l'apanage de l'armée béninoise. Partout au monde et partout ailleurs, on peut constater cela. Mais aussi dans d'autres corps de métier où quand on y rentre, à un moment donné, on se rend peut-être compte qu'il y a mal donne et la personne décide de partir. Et peut-être aussi que quand on se rend compte certainement de l'idée qu'on se faisait d'un corps de métier, on se rend compte peut-être qu'on s'est trompé de chemin. Ça peut arriver. Alors ici, c'est inquiétant parce que nous parlons de la sécurité. Et c'est des gens qu'on a suffisamment formés, c'est des gens à qui on a appris un certain nombre de choses. Et quand le départ intervient, on peut justement s'interroger sur ces personnes vont se retrouver où. Est-ce qu'à un moment donné, cela va pas être une menace pour la société? Il est déjà arrivé des fois, nous avons entendu des personnes qui, après le départ de l'armée, se sont retrouvées dans des affaires un peu louches. Je pense que c'est là la véritable préoccupation. Ça n'arrive pas assez souvent. Je pense que même au niveau de la police républicaine, ça reste une préoccupation. Et c'est peut-être quand on a tout essayé, tout tenté de pouvoir certainement garder les éléments, de pouvoir les récupérer, que bon, on est peut-être obligé d'aller justement à la radiation. Je pense que eux-mêmes sont véritablement conscients de ce que c'est pas des éléments qu'on peut laisser partir comme ça. Vous savez, dans la fonction publique, je crois que la radiation est au rang des sanctions de 3e degré. Donc, je pense que pour être radié, un agent public, qu'il soit d'un corps particulier comme la police républicaine ou un autre, doit passer quand même l'étape des premières, deuxièmes sanctions avant d'en arriver là. Donc, si déjà le patron des flics a pu prendre cette décision, c'est que ce sont des agents qui, quelque part, ont eu des manquements sur une durée, et Franck l'a rappelé, c'est 15 jours pendant un an ou 30 jours successifs sans faire signe de vie. Et vous savez, moi je compte sur le bon fonctionnement des mécanismes administratifs de la police républicaine pour ne pas prendre une décision comme celle-là, à la va-vite ou à l'arbitraire, et que ce soit justifié. Et je compte également sur la culture de ces policiers qui se sentiraient lésés. Parce que on parle de désertion. Ça voudrait dire que délibérément, certains ont refusé d'occuper le poste. Ce serment qu'ils ont prêté d'assurer la sécurité des Béninois, à un moment donné, ça les a fatigués et ils ont pris, je ne dirais peut-être pas la clé des champs, mais ils ont déposé les armes. Ça ne leur dit plus. Ou il y a d'autres dont les motifs d'absence sont peut-être bien justifiés et qui se sentiraient lésés par cette disposition. Mais là, c'est très facile. Vous savez, des mécanismes de droit administratif là-dessus sont clairs. Ils peuvent faire... à propos de quoi on s'inquiète, c'est la question de sécurité. Qu'est-ce qu'ils deviennent et est-ce que ça continue de maintenir l'équilibre sécuritaire? Parce que le nombre il est quand même impressionnant. 35 policiers, je ne sais pas combien ils font exactement au plan national. Je suis d'accord, mais 35, c'est une purge. On le voit bien, mais ce n'est pas forcément un chiffre qui dégraisse très considérablement l'effectif des flics. Ils sont quand même un certain nombre de milliers au Bénin. Et de l'autre côté, s'il y en a parmi eux qui trouvent que c'est injustifié, ils ont des recours préalables, ils ont des recours hiérarchiques à faire. La loi va leur permettre pour le faire. De se faire justice. Oui, Franck. Oui. Je l'ai précisé, c'est 35 dans un lot de 100, parce que le rapport a précisé que la radiation visait au moins 100 candidats, 100 fonctionnaires de police. C'est tellement que ces 35-là sont partis en attendant qu'on étudie le cas
du reste. Moi, je pense que c'est vraiment inquiétant. Et cela m'amène à interroger, en tout cas, le processus de recrutement de ces agents de police. Comment ça? Parce que, en réalité, moi, je pense que s'engager pour la sécurité d'une nation, ça doit être une vocation. Lorsque les gens sont là, ils n'ont pas de boulot et on lance les concours de recrutement, ils disent allons essayer, ça marche, et ils rentrent dans les rangs. Et ils se rendent compte peut-être après que là-bas, ça ne se passe pas toujours comme ce qu'on aurait pensé. Ils ont imaginé. Et voilà, vous êtes dedans, on vous refuse par exemple de rançonner, on vous refuse de parler, on vous refuse C'est quoi la vocation, Franck? Non, la vocation, on est dans un pays qui a quelques soucis avec la disponibilité de l'emploi. Non, la vocation, c'est de savoir que vous allez faire un minimum de sacrifices. Lorsque vous êtes un agent de sécurité, vous êtes une force de l'ordre, vous ne pouvez pas être dans le luxe opulent comme un politicien ou je ne sais pas. Peut-être qu'il faut leur faire une formation préalable avant d'engager le recrutement. William, est-ce que c'est une formation? Les réunir, les informer surtout de ce que c'est que la police, de ce que c'est que le job d'un flic. Je ne pense pas que ce soit suffisant. C'est une éducation civique générale plutôt, dans tous les corps de la fonction publique. Vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez la façon dont les condamnations pleuvent à la criette pour blanchiment illicite, ou pour certaines infractions, vous sentez que les gens n'ont pas compris que quand vous êtes agent de la fonction publique, même quand vous avez une ferme dans votre village, tout ce qui vient de la ferme doit rentrer dans votre ménage. Si un seul tombe dans l'espace commercial, c'est que vous êtes sous le coup de la loi et vous pouvez être incarcéré pour blanchiment de capitaux, enrichissement illicite. Pour vous dire, au fait, les gens ne savent pas que s'engager dans un corps de l'État, quel qu'il soit, être agent public, être enseignant, être, je veux dire, personnel des forces de sécurité comme la police ou de l'armée, c'est un engagement patriotique. Vous savez, ailleurs, les gens vont à l'armée ou à certains corps, tout aussi sensibles qu'ils sont, en raison de leur engagement patriotique. Je ne sais pas combien nous sommes engagés. Il faut fouetter cet engagement. Pour moi, c'est à l'école. On a un détachement vraiment prononcé des citoyens de Béninois par rapport à ce qui est public, par rapport à leur pays, par rapport à l'amour. Absolument. On trouve que le public c'est gratuit, on trouve que le public c'est moins contraignant, mais ce n'est pas le cas. Moi, je pense que c'est à l'école, dans les universités, dans les salles de classe au secondaire qu'il faut dire aux gens, s'engager pour l'État, c'est s'engager pour la patrie, s'engager pour l'État, c'est se donner. Et je ne pense pas que les flics manquent de patriotisme, peut-être quelques-uns et tout. Et quand Franck parle de manque de vocation, si on doit faire un sondage dans tous les métiers, je dis tous les métiers chacun au Bénin, et qu'on va voir ceux qui ont eu la vocation avant de venir à un emploi ou à un autre, on aura un désastre. Eric, justement, je pense que le sacrifice auquel Franck fait allusion n'est pas une exigence exclusive de ce corps de métier. Et je rejoins un peu William, c'est pratiquement dans tous les corps de métier. Vous interrogez les sapeurs-pompiers, ils vous diront la même chose. Vous interrogez les enseignants, ils vous diront également la même chose. J'allais finir par là, les journalistes. Il y en a un qui n'a pas de vocation par ici. Ils vous diront la même chose. Mais je pense que pour des questions de sécurité, il faut peut-être encore davantage être plus pointu. Parce que le risque est suffisamment énorme où il faut assurer la sécurité des personnes et des biens, et par là, et peut-être au niveau du recrutement, vraiment s'assurer que les personnes qui s'engagent sont véritablement prêtes, n'est-ce pas, à y aller. Mais je pense que quand on voit l'effectif des départs par rapport à ceux qui continuent par être actifs, on peut continuer par croire que au niveau de notre armée générale, nous avons vraiment des acteurs qui sont conscients de ça et qui jouent véritablement ce rôle. Oui, mais l'inquiétude, c'est quel est l'impact que ceux-là pourraient avoir sur la question d'insécurité chez nous, quand on sait qu'ils savent manier les armes, qu'ils ont acquis des techniques intellectuelles et physiques, des aptitudes physiques aussi à manœuvrer des armes, etc. Et qu'ils connaissent, je dois dire, comment se présente un peu le maillage, je dois dire, sécurité nationale. Autant c'est une préoccupation pour nous, autant c'est une préoccupation pour l'hiérarchie militaire.
qui est véritablement conscient de ça. C'est des gens à qui on a appris un certain nombre d'aptitudes, de capacités à se défendre, à manier les armes et puis tout ça. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas de gaieté des cœurs qu'on arrive à prendre de pareilles décisions, puisque on est convaincu que c'est des gens qu'on lâche dans la nature avec toutes ces capacités. Alors, il y a peut-être un mécanisme de suivi, je sais pas, il y a peut-être un mécanisme où on essaye peut-être d'avoir un regard. Il y en a qui sont carrément introuvables, Franck. Oui, ils sont mais trouvables. toujours dit que quand ces personnes quittent et se retrouvent dans la société, l'État reste l'État. Et puis, si ces personnes arrivent à poser des actes qui ne sont plus en cohérence avec la loi, l'État je sais que et puis, pour rassurer, ils seront condamnés. pour rassurer les populations, leur paquetage, je ne sais pas, c'est comme ça on l'appelle, leur sont retirés. Pour ceux qu'on retrouve, peut-être, parce qu'il y en a qui traversent la frontière qui s'en vont. Moi, je me rappelle que j'ai eu un coup de fil par un soir et celui qui m'a appelé se présentait comme un agent de police. Il m'a dit ceci: je sais que vous êtes journaliste, les fonds Covid qui avaient été déployés pour nous payer, parce que on nous a déployés pour, dans le cadre de la Covid, faire un travail, mais jusque-là, nous n'avons pas eu nos primes. Et cela, c'était bien après qu'on a fait le bilan de la Covid, et ainsi de suite. Vous voyez, ça veut dire que ces gens-là, ils travaillent et parfois ne perçoivent pas les primes. Quand il y a ce genre de situation dans un corps, c'est qu'il y a la démotivation, il y a le découragement et les gens sont prêts à partir. Oui. Lorsque vous engagez, quel que soit votre sens de patriotisme, c'est qu'il faut que vous ayez un bien-être. Vous faites bien d'évoquer quand même, je dois dire, cette anecdote-là, qui parfois révèle un peu comment est-ce que les gens ils sont traités dans la corporation, au-delà même des policiers, les militaires et autres. Il y a un certain nombre de corps de métier où on n'a pas droit à la parole, mais où on est suffisamment brimé vraiment au quotidien, William, et on ne doit pas se surprendre que les gens, finalement, même avec beaucoup de vocation, beaucoup d'envie, confrontés à ce genre d'injustice, décident de prendre la clé des champs. Absolument, de rester chez eux, d'abandonner le métier, de ne plus être alignés, comme on le dit. Vous savez, ils n'ont même pas le droit de grève. Eux, ils n'ont même pas 10 jours dans l'année comme les autres. Et en raison de la sensibilité de leur corps de métier, en raison de la vocation. Moi, je pense que dans un contexte... C'est des gens qui sont suroccupés. Absolument. C'est-à-dire que ils vont au boulot vraiment... Et avec, vous savez, leur boulot est d'autant plus risqué que toute autre chose. Et moi, je pense que dans un contexte sécuritaire comme celui-ci, on doit à tous les agents de l'État des problèmes d'échelonnement, d'avancement, c'est partout dans la fonction publique. Mais ceux-là, je crois qu'il faut désormais les privilégier. Je crois que nous avons atteint un contexte sécuritaire tout aussi menaçant que la police républicaine, l'armée, les différents compartiments de l'armée. Je pense que les autres agents de l'État, m'excusent, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une attention vis-à-vis de ces messieurs. Parce que quand ça boude dans leur rang, quand c'est dans les casernes que ça se sursure des choses, que ça grince les dents, je pense que pour nous, ce n'est pas l'état d'âme que nous attendons de ces hommes engagés pour la patrie en ce moment où nous sommes rudement éprouvés par une menace comme celle du terrorisme. Ces problèmes dans la fonction publique datent de plusieurs années et s'éternisent, s'empilent au fil des ans et tout, mais je prie que les autorités puissent avoir un regard favorable et bienveillant pour voir ce qu'on peut faire pour davantage améliorer leurs conditions. Parce que même le traitement salarial à leur niveau, vous pensez aujourd'hui que s'engager avec les armes dans une patrie comme celle-ci, vous savez, depuis quelques années qu'on lance des concours pour gagner la police ou l'armée, vous voyez des gens très réticents, ou parfois même on ne trouve pas le nombre, on proroge le délai. Parce que maintenant ils sont passionnés pour le dernier concours militaire. J'ai vu parce qu'il était un recrutement spécial. Parce qu'il était un recrutement spécial pour lequel on n'avait pas exigé. Parce que c'était un recrutement spécial pour lequel on n'avait pas exigé certaines conditions. On voulait 5000 hommes spécialement pour les questions de terrorisme et on n'avait pas eu toutes les exigences qu'on a quand on veut recruter pour les forces armées. Sinon, à la base, les concours, je ne dirais pas normaux, mais les concours réguliers organisés un peu avant celui-là, vous voyez,
un peu d'engouement quand même. Alors, on est même obligé de relancer faites un tour dans les... Dans les casernes. Ne m'envoyez pas là-bas. Ne m'envoyez pas Faites un là-bas. tour dans les gadgeteries. Oui. Vous irez là-bas au moins. C'est quoi les gadgeteries? Eh bien, c'est là où on vend local de chez Les gens de la base ne seront pas d'accord avec poser la question. Écoutez, c'est une réalité. Je ne connais pas. C'est gadgeterie. Bon, dites des kiosques. Dites des kiosques. Ah d'accord. De vendre de la boisson locale. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, Ok, quand vous rendez là-bas, à partir de 6h, 5h30, 6h, vous voyez, comme on les appelle, les corps kaki qui défilent pour se doper, pour boire, pour tenir la journée, mais ils ont des soucis. Moi, je connais, j'en ai rencontré des gens qui m'ont surpris dans la rue, qui m'ont présenté des ordonnances pour dire, écoutez, grand frère, il est plus âgé que moi, bien entendu, avec des cheveux, quelques cheveux blancs, il dit, voilà, j'ai une ordonnance, je n'arrive pas à me payer. Et il est sorti de la Dadje, comment vous avez dit ça? Dadjeterie. Donc, quand vous le voyez debout, vous savez qu'il vient de là-bas. Qu'il a payé son ticket d'entrée. Voilà, qui vient de là-bas. Et il vous dit, je n'ai pas moral. de moyen pour acheter ces produits, mon enfant est à l'hôpital, ainsi de suite. Donc, quand ça se passe comme ça, moi, je pense qu'il faut faire un travail en interne. Je sais que dans leur formation, il y a des psychologues, il y a tout ce qu'il faut qui travaillent un peu leur mentalité pour leur montrer que vous n'êtes pas venu dans le meilleur des mondes, mais vous devez faire un petit effort psychologique et tout ça pour vous adapter à toute situation. Mais là, il faut véritablement poser le problème, il faut organiser des séances de travail pour écouter, il faut les écouter. Et il faut surtout prendre soin de leurs conditions. Oui. Moi, j'insiste là-dessus, c'est important. Il n'y a pas de patriotisme chez quelqu'un qui a faim, hein, et qui ne peut pas dormir tranquille, qui ne peut pas, parce que le ventre, ça grésille, ça craque à l'intérieur. Il faut Et c'est peurant, hein, oui. vous savez, il y a les corps d'élite. Et il y a ceux qui sont dans la masse. C'est ce que nous ne voyons pas. Et il y a ces grands leaders, ces grands intellectuels de l'armée, ces têtes pensantes de l'armée, de la police républicaine, des stratégies de sécurité et tout. Mais il y a les hommes des rangs, il y a les soldats, il y a ceux du quotidien. Je ne sais pas si on voit. Ceux d'entre eux. en fait. Voilà. Et parfois, ils sont comme presque rien. Bon ben, on espère que ce qu'on aura dit aura intéressé quelqu'un qui pourra faire quelque chose à leur endroit. Cela va de la sécurité de tout le monde, hein, en tout cas. Passons à notre corps de métier, la politique. C'est pas un métier, c'est pas une profession. Ah, c'est pas un Il n'y a métier, pas un non. statut particulier des politiques. Bon, au moins, enfin, là-bas, au moins, on rentre aussi par vocation, ou bien... Quelle vocation? Non. Ah oui? Quelle vocation? Les députés, les démocrates ont décidé, en dépit de leur sortie, je dois dire mardi, de désigner donc leurs représentants. C'était hier au rendez-vous qu'ils s'étaient donné déjà lundi. Ils ont désigné leurs représentants au niveau des institutions, tant au plan national qu'international, sinon sous-régional, et même à leur propre niveau, au niveau donc du Parlement. On connaît désormais, au niveau des commissions permanentes, ceux qui doivent représenter donc ce groupe parlementaire-là. Quant aux mauvaises fortunes, bon cœur, Eric. Je pense 1 vaut mieux que 0. Et on l'a vu annoncer hier. Je pense qu'ils ont compris qu'il fallait aller justement dans le sens de pouvoir désigner les membres de leur parti pour être représentés au niveau de ces instances et continuer le combat. Ce n'est pas en boudant la décision de la Cour qu'ils vont y arriver. Déjà avec la désignation que le parti a pu effectuer, le parti peut déjà compter sur ses membres à continuer par défendre la position du parti à ces instances. Après, on peut aussi apprécier le fait que dans cette dynamique, le jeu politique continue. Ça donne de la voix par-ci, ça donne de la voix par-là. Et c'est autant mieux de pouvoir entendre les différents acteurs sur leur insatisfaction et sur également la satisfaction des autres. Je pense que c'est l'arrivée qui compte et aujourd'hui, le parti a pu donc désigner ses représentants au niveau de ces instances. Franck. Moi, j'ai envie de voir les combats qu'on entame et qu'on gagne. Lorsqu'on sait qu'un combat ne sera pas gagné, il ne faut pas perdre de l'énergie. J'ai envie de dire tout ça pour ça, parce que nous avons vu... Oui, mais il ne faut pas non plus se coucher très tôt, s'aplatir parce que le combat... On peut se consacrer à autre chose. On peut se consacrer à autre chose. Moi, j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup
Enfin, beaucoup de mouvements au niveau de l'Assemblée. Ensuite, on a fait des recours. Ensuite, après la décision de la Cour, ils sont sortis avec les membres des démocrates qui ont été très acerbes au cours de leur sortie, ainsi de suite. Et on revient pour désigner les membres. Je pense qu'on peut économiser les énergies, on peut faire bien. Et là, je remarque sincèrement que les démocrates ont pris la voie de la sagesse, c'est bien. Et il faut, à l'avenir, bien faire les calculs. Quand je vois un certain Rouleté, qui est quand même le patron des démocrates, lui connaît un peu les rouages de l'Assemblée nationale, il sait comment ça se passe et il peut déjà anticiper pour savoir que, attention, à tel niveau, nous savons ce que ça va donner et on va s'occuper vraiment d'autres choses. Il y a des questions plus essentielles. Et là, si, par exemple, la décision de la Cour leur demandait, par exemple, à UPR et au BR, écoutez, donnez-leur 5 sur 7, par exemple, moi, j'aurais vu que, en tout cas, leur combat a véritablement marché. Et je voudrais que les choses, les stratégies politiques soient mieux peaufinées à l'avenir. Autant, si on écoute Franck, autant croiser les bras pour les démocrates et attendre que BR et UP distribuent les choses et qu'ils sont contents, William. C'est pas possible. Vous savez, la résignation n'est pas démocratique. Oui, mais c'est ce que Franck leur demande. La résignation n'est pas démocratique et pour moi, aucun débat pertinent et juridique n'est perdu d'avance quand on s'y engage avec les voies légales. Et vous savez, ils ont perdu, ils ont de quoi avoir espoir à l'Assemblée nationale. Ils y sont venus en éprouvant l'intégrité des juridictions et des institutions de cette République qui leur ont donné raison par endroit pour qu'ils en soient là aujourd'hui. Donc il y a de quoi être de très bons optimistes dans leur combat, même si c'est des combats, c'est peine perdue peut-être à l'arrivée, mais dans l'action, dans le fait d'engager déjà l'initiative, pour moi, c'est une bonne démarche. Il faut tout récupérer politiquement. Non, c'est aussi la force des parlementaires. Vous savez, parfois, ils font du dilatoire. Vous avez vu la cérémonie d'installation. Éric Rouleté et le patron au Parlement, ils ont montré un peu aux jeunes députés, je ne veux pas les appeler comme ça, mais ceux qui étaient venus nouvellement que, attention, on a retrouvé nos esprits, ils jouaient à la limite avec le doyen d'âge et je trouve que ça avait auguré de cette ambiance que nous voyons aujourd'hui. Et pour moi, dans la désignation, vous savez, la force d'un État de droit, c'est le respect des décisions de justice et des juridictions. La Cour constitutionnelle est la plus compétente en la matière, sa décision est sortie, qu'on soit d'accord ou pas, c'est quand on est un parti politique et qu'on est présent à l'Assemblée nationale en défendant les aspirations des Béninois, la première chose, c'est de se plier, comme ils l'ont fait en pourvoyant à l'autorité de protection des données à caractère personnel, aux commissions permanentes de l'Assemblée, aux assemblées régionales et sous-régionales. Je crois que le travail doit continuer maintenant à d'autres combats, pour d'autres gains. Cette fois, c'est perdu, mais cela ne veut pas dire que le combat de la démocratie est perdu. Et notamment... Est-ce que véritablement c'est perdu? La décision de la Cour, moi je pense que ça profite plutôt aux démocrates. Ça profite plutôt... Oui, on leur a demandé, attention, ces postes-là vous reviennent, allez désigner les membres. Oui, mais ils n'ont pas contesté, ils n'ont pas dit que ça ne leur revenait pas. Et le BN et l'UP n'ont jamais dit aussi que cela ne leur revenait pas. Le débat en question, c'est le nombre qu'il faut. Ils réclamaient un peu plus que ce qu'on leur a concédé, c'est tout. Et je crois que du fait qu'ils sont une opposition. Du fait qu'ils sont une opposition, ils avaient demandé un peu plus. Ils n'ont pas eu. Bon, voilà. Ils se sont contentés. Ils se sont contentés, voilà. Les deux autres partis, pour eux, sont de la majorité. Oui, c'est le raisonnement. À l'analyse, n'est pas forcément le cas. Vous avez également le BR qui se revendique être de la minorité. Et là, du coup, on a deux minorités au Parlement. Aujourd'hui, nous avons... C'est calculé, hein. Mais ça pourrait changer. Ah oui, on peut avoir 4 minorités au Parlement et puis une majorité. Donc, moi, je pense que... Ce sera variable, la notion de minorité et majorité. Oui, là-dessus, les cours constitutionnels qu'on aura en face. Là-dessus, on n'a pas besoin d'être magicien. Que ces notions peuvent évoluer à tout moment, à mesure que la visibilité politique au niveau du Parlement change. C'était pas le cas. Avec des majorités, c'est-à-dire deux partis politiques qu'on utilisait le plus, c'était le parti à moi. C'était ça qu'on utilisait. Je pense que c'est pas la grosseur du nombre, mais on est plus le cas. 2 secondes. L'arithmétique plutôt. Vous voyez, si on avait par exemple l'UP à 52, s'il y avait ils sont 109 actuellement. S'il y avait par exemple un autre parti qui avait 50, ce parti n'est pas d'une majorité.
il est d'une minorité parce qu'il y a un nombre plus élevé. Je crois que le raisonnement de la Cour est plus arithmétique. Ce que je dis, enfin, ce que moi j'imagine, et ça peut arriver, ils sont 3 partis là-bas, on peut avoir 2 partis qui ont 50-50, et puis un petit parti qui a 9 députés. Les partis qui ont 50-50, ils sont 2 partis de la majorité, c'est ça? Il y a le 50 et plus, si je suis le raisonnement de la Cour, et si je ne trahis pas l'esprit de la décision, il y a le 50 plus 1 peut-être, qui est la majorité, et l'autre 50. Oui, mais il n'y a pas de 50 plus 1 là, justement. Tout le monde a 50. Ok, s'ils ont 50-50 et que l'autre parti a 9 députés parce qu'ils sont 109, bon, la juridiction va... la Cour, on aura 2 majorités, et eux aussi vont commencer à se dire, bon écoutez, c'est nous la majorité, vous êtes la majorité, et ça va commencer le débat. Quand le cas va se poser, on est là. C'est le cas pour la première jurisprudence de la Cour en cette matière. Nous étions en face d'une configuration de l'Assemblée nationale qui était bien plus aisée à lire. Voilà. Et c'est ça qui avait amené la Cour à sortir cette notion. Mais là aussi, c'est plus aisé à lire. On a pas partis qui soutiennent les actions du chef de l'État, et on sait que chez nous, on est en mouvance et on est en opposition. Le problème ne devrait pas se poser. C'est la majorité et la minorité présidentielle. Cette notion n'existe pas au sein de l'hémicycle parce que là, on parle de majorité et de minorité parlementaire. Et c'est ça même la force de l'argumentaire des partis de la mouvance. Ils estiment que leur coloration vis-à-vis de l'exécutif n'a rien à voir avec la détermination du travail dans le législatif. Et sur la séparation des pouvoirs, ils sont bien pertinents. Mais ce qu'on dit, c'est que la notion de minorité confère aussi aux députés étant de la minorité parlementaire, c'est-à-dire quand ils sont de l'opposition, certains privilèges comme 2-3 postes par exemple, ce qui les arrangerait un tout petit peu plus. Et cet ordre d'idée... Présence, pardon. Dans les instances de prise de décision. Or, cet ordre d'idée, par exemple, ne manque pas de pertinence non plus. Donc, pour moi, il y aurait toujours insatisfait et satisfait. Tout est jouable à l'Assemblée. Ils trouveront toujours les moyens pour que la République marche. Oui, alors on va passer au troisième sujet. Quand même, nous avons la raison. Il faut, dans le discours, vraiment montrer qu'il y a opposition. Encore que, quand on parle de la majorité présidentielle, cela ne prend pas seulement en compte le PR et puis le BR. Nous avons les autres partis de la mouvance dont on ne parle pas trop, Moël Bénin et puis les autres qui s'ajoutent. Oui, mais ils sont pas présents au Parlement. Donc, non, quand on parle de la majorité présidentielle... Allez, passons à un autre sujet, Eric. Le gouvernement qui s'ennuie beaucoup parce que les classements au niveau départemental... Oui. Ça ennuie beaucoup le gouvernement, qu'on classe désormais les départements en fonction de leur production en matière donc d'excellence à la fin des examens de fin d'année. On avait déjà la tradition d'observer un peu quelles sont les positions des départements par rapport à ces examens-là. Et désormais, il me semble que ce n'est pas tellement du goût du gouvernement qu'il déconseille vivement, Franck. En quoi est-ce que c'est pertinent? Non, moi je voudrais lire quand même dans le contenu je voudrais comprendre mieux la position du gouvernement pour apprécier. Le gouvernement dit que au niveau des départements, on n'a pas toujours les mêmes réalités par rapport à l'accès à l'éducation. Et donc on ne peut pas dire que tel département a moins produit que tel autre. Et donc, je suis d'accord. Oui. Quand vous prenez les communes qui sont frontalières, par exemple, où récemment nous avons commencé par enregistrer des frappes de présumés terroristes, vous voyez qu'on ne peut pas espérer le même rendement que ces communes-là qui sont à l'intérieur, par exemple, le littoral. Lorsque vous prenez Cotonou, tout le soin qui est donné à l'éducation, les opportunités qu'on a pour aller faire des recherches, ainsi de suite. Là-bas, on vit constamment dans la psychose. On ne peut pas comparer ces deux régions-là. Et c'est en cela que je vois que le gouvernement a raison. Le classement semble un peu stigmatisant pour ceux-là qui... Parce que vous voyez, la Libori, par exemple, a tenu la lanterne rouge pendant plusieurs années. Et à chaque fois, on dit à Libori, département 12e, à Libori. À la prochaine session d'examen, on dit département 12e, à Libori. Ça veut dire que ça crée un choc dans la tête des acteurs de l'éducation. Et mieux, c'est que cela est accompagné de sanctions des acteurs de ces zones-là qui parfois n'ont pas les enfants pour les éduquer, n'ont pas les enfants pour enseigner quoi que ce soit à la saison des pluies. Les enfants partent au Nigeria, ils partent au champ. Ça doit être...
l'année passée, je crois, au courant juin ou mai, un truc comme ça. Et les enfants étaient le petit était en classe et il faisait le CM2. Et le maître, tout à son cours, content, etc., voit débarquer dans sa salle de classe un parent d'élève qui vient chercher son bio pour aller au champ. Et ça dit que sans même sensibilité à l'enseignant. Et De toute façon, on dit que c'est l'avenir de l'enfant est dans la terre, et donc il ne faut pas le Est-ce que laisser ce n'est traîner. pas un facteur qui permet de lire un peu? Je dois dire, les endroits où il y a des efforts à faire et permet d'identifier justement les efforts précis à faire dans ces endroits-là pour améliorer l'excellence. Est-ce que si on tait ça ne va pas accentuer gravement, je dois dire, l'équilibre qu'il faut mettre dans l'apport en termes donc d'infrastructure, de personnel, d'attention quand on va appliquer à la lettre ce que le gouvernement dit. Absolument. Je vous crois qu'à l'issue de cette décision, qu'on puisse arriver justement à faire ce constat et puis à appuyer ces zones pour que le niveau soit un peu relevé. Il y a une justesse qu'il faut saluer dans cette décision parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Ça, c'est absolument clair. Moi, papa qui est enseignant, au jour de la retraite, qui a toujours fait l'option de servir en milieu rural, il ne faut parfois aller négocier avec les familles pour avoir la présence des enfants dans les écoles. Franck l'a dit, ça c'est vite fait, le choix est vite fait. Dans ces milieux, on veut plutôt voir les enfants dans les champs, on veut plutôt voir les enfants dans d'autres activités plutôt que de les voir à l'école. Dans ces milieux, les enseignants, ce n'est pas toujours ce qui est véritablement fait pour que les enseignants soient dans les classes. Donc les conditions sont hyper difficiles dans ces milieux. Oh, vous savez, dans les grands départements, dans les grandes villes, on n'a pas toujours ce problème. Donc cela peut jouer in fine sur les résultats. William. Il n'y a pas autant d'écoles privées équipées, dotées d'enseignants bien expérimentés à Kaobagou qu'à Cotonou. Donc, d'emblée, je trouve que c'est inégalitaire. Vous me doitez. Non, je dis Kaobagou, bon, sans vous doiter, sans vous indexer. C'est un réflexe. C'est un réflexe de gestuel trop déployé, c'est oui. tout. C'est un passionné de démonstration. Merci vous, éthique. Vous savez, donc je trouve inégalitaire cette appréciation, surtout quand elle est institutionnelle. C'est-à-dire quand l'autorité qui donne les résultats déroule les données, on vient à faire ce classement. Mais quelque part, l'autre paire de la manche que vous avez soulevée, c'est que c'est un baromètre inédit pour nos autorités. Vous savez, j'ai dit qu'il n'y a pas autant d'écoles privées parce que je reconnais l'hyper-présence des écoles privées dans les classements, dans ces tops, dans ces résultats, là, dans les milieux urbains. C'est pour ça que vous verrez le littoral, vous verrez l'Atlantique. La première au CEP de cette année, elle vient de Boycon me dira que c'est au centre du Bénin, certes, mais Boycon, dans le département du Zou, nous savons ce que cette commune représente, nous savons en quoi elle est un carrefour. Pour dire que toutes les fois, vous verrez que, j'ai vu des premiers au bac venir du Mono, mais pour demander, c'est une école catholique de l'Okossa. L'Okossa, dans le Mono, on sait ce que ça représente. Pour dire que c'est d'une manière ou d'une autre un reflet réel des pôles dans lesquels une situation de l'accès à l'éducation est atteinte à un certain niveau, mais de notre côté, l'ODD4, l'éducation a du mal à être implémentée parce que on n'a pas le personnel enseignant qualifié ou la disponibilité en personnel qualifié. Vous savez, quand on dit que jusqu'en décembre, il y a encore des classes qui manquent d'enseignants dans certaines matières, allez voir le ratio dans ces départements où, d'abord, l'accès à l'école. Vous voyez, même dans l'Atlantique, il y a des communes dans lesquelles, en octobre, c'est la petite saison des pluies, et jusqu'en début novembre, on n'a pas encore commencé la rentrée des classes. Ils n'ont pas un calendrier académique spécial, par exemple. Donc, pour dire que ces disparités-là, ces inégalités-là sont réelles, et je pense que l'État doit faire, le gouvernement doit lancer plutôt des travaux d'études genre, d'études de documentation des inégalités, de sorte à commencer par prioriser que cette suppression de ces classements tels que lus dans la presse, tels que dévoilés, soit plutôt remplacée, substituée par des mécanismes internes de l'administration qui lui permettent d'évaluer le niveau d'offres d'éducation et de réceptivité des apprenants. Si ce sont des facteurs sociologiques ou des facteurs sociaux qui empêchent l'accès à l'éducation, bien que l'offre existe venant de la part de l'État, qu'on le sache, ou si c'est l'inverse, si les populations sont bien disposées, les enfants sont prêts à marcher sur 12 km pour avoir l'école le plus près d'eux, mais qu'il n'y a pas l'enseignant qu'il faut, il n'y a pas autant de classes qu'il faut, il n'y a pas les formations qu'il faut,
attention que l'État utilise ce moyen pour le savoir. Parce qu'on se cacherait derrière son doigt, comme on le dit par exemple dans le domaine des infrastructures et dans beaucoup d'autres domaines, que certains milieux sont beaucoup plus privilégiés que d'autres. On se cacherait derrière son doigt que de refuser cette lecture par département. On va boucler ces moments de discussion. Moi, je veux rappeler juste que le jeudi dernier, par ici sur l'Actu Matin, j'avais au téléphone le préfet du département du Koufo, à qui je soumettais justement la question de savoir pourquoi est-ce que parfois le Koufo il est toujours en retard quand on se réfère un peu à ces genres de statistiques. Et il m'a dit, écoutez, ça nous permet quand même de savoir qu'est-ce que nous faisons et quels sont les résultats que nous avons à l'échelle nationale, parce qu'il faut se mesurer par rapport aux autres pour savoir ce qu'on fait dans son quotidien. Et là-dessus, ça lui a permis, me disait-il au téléphone, de faire passer le Koufo de la place de 8e, je crois, au plan national, à la 2e place, en matière donc de rendu au niveau du BPC. Pour dire que c'est quand même un élément référence qui permet aux gens, quand le département il est mal positionné, de chercher à trouver les mécanismes, même quand ce n'est pas toujours facile, trouver les moyens quand même de fouetter un peu, je dois dire, les as qu'il faut pour accentuer l'excellence dans ces milieux-là. Et c'est toujours pour moi, c'est pour moi une référence. Ce serait tellement bien si, en tout cas, le gouvernement adopte cette position, de trouver d'autres mécanismes, d'évaluer un peu où est-ce que les problèmes se posent, de trouver une contrainte pour amener les autorités qui agissent là-bas, au nom de l'éducation, à travailler davantage pour que ces milieux puissent prospérer en matière d'excellence. Sinon, on va avoir la grande masse. On va avoir peut-être les premiers, deuxièmes au plan national jusqu'au 10e ou jusqu'au 20e. On va s'arrêter là. On ne sera pas, par exemple, qu'on n'a pas du tout travaillé parce que l'insécurité peut-être a régné là-bas. On ne sera peut-être pas à TNT, ou on ne sait pas trop, que les enfants sont arrachés de force au maître, par exemple, etc. Je pense qu'on le saura, mais on ne va pas divulguer cela tel que cela se fait. On communique autour, on donne les grandes tendances et maintenant on donne les rangs occupés par les départements. Je crois que c'est à ce niveau. Oui, mais si on ne communique pas, moi en tant que journaliste, je suis, si on le fait l'autorité. Les acteurs le savent. On est des acteurs de l'éducation. Moi, je veux savoir en tant que journaliste, je ne parle pas des autorités. De l'éducation, d'autres mécanismes existent pour avoir véritablement, pour apprécier le niveau de travail au niveau de chaque département. On sait, dans une année, les zones où on a besoin de construire des écoles, on sait dans une année combien d'enseignants on a affectés dans tel milieu ou pas. Et nous savons qu'il y a ce problème qui se pose en milieu rural. Il y a un déséquilibre entre... Il n'y a pas seulement que l'éducation. Il n'y a pas seulement que l'éducation. Il y a toujours un déséquilibre entre ces secteurs et ce qui se passe en milieu urbain. Et qu'il faut davantage renforcer. Les gars, merci beaucoup. Moi, j'ai eu du plaisir à vous avoir tout au long de cette semaine. L'aventure va s'arrêter ici. On va se voir certainement lundi. En attendant, je vous souhaite d'avoir de bons moments dans la journée, de bons moments pendant le week-end. S'il y a quelqu'un qui peut m'inviter quelque part, j'ai un creux dans la matinée du samedi. Une invitation, Tanguy. Oui, mais vous n'étiez pas à Cotonou, il me semble. J'étais à Cotonou. Vous n'avez pas fait signe alors. Vous voyez chaque matin ici. Lundi, mardi, mercredi, il est différent. On est au boulot, donc on se contente du boulot. Et voilà. Quand on aura d'autres choses à faire, on va s'appeler après. Franck, merci beaucoup. Eric, merci. William, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Moi, j'ai encore une dizaine de minutes à passer avec les téléspectateurs. Ce sera avec un grand plaisir de suivre avec vous, je dois dire, pour ou contre de Nagui Balagbe qui a demandé est-ce qu'il est toujours utile de faire de longues études aujourd'hui pour gagner sa vie? Les citoyens se sont prononcés. Juste après, vous allez suivre la revue de presse d'Assimo Kanyasimo.